L'heure est grave. Le professeur Francis Nyaklim vient d'annoncer et de confirmer la chute du président Alassane Dramane Ouattara et du RHDP. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Tomber parce qu'il n'a plus un pays qui lui serve de base arrière dans la sous-région africaine. L'une des forces de Ouattara, c'est qu'il avait base arrière dans son pays natal, le Burkina Faso, quand le président Blaise Compaoré était au pouvoir. Actuellement, ce n'est plus Blaise Compaoré qui est au pouvoir au Burkina, c'est Sankara II. Ouattara n'a plus de base arrière là-bas. Alassane Dramane Ouattara n'hésitait pas à envoyer même sa famille chercher les fétiches et les douaous au Mali. Actuellement là, Ouattara ne peut plus envoyer quelqu'un chercher fétiche et douaous au Mali. Parce que c'est la révolution du Mali Koura, du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition de la République du Mali, chef de l'État, qui est au pouvoir. Vous avez vu comment ces 49 Gugus de Watner ont été traités là-bas. Ouattara ne peut plus aller là-bas. Il n'a plus de base arrière là-bas. Vous comprenez? Alassane Ouattara, il peut avoir une base arrière où? Il pensait au Ghana, mais son ami Nana Akufo-Addo a perdu le pouvoir entre-temps. Et il y a quelqu'un qui est beaucoup plus réticent, beaucoup plus averti des micmacs et de la méchanceté de Ouattara, John Mahama Dramani. Au Ghana, là, il ne peut pas aller là-bas. Ouattara Dramane, comme vous voyez là, il peut aller où? Même en Guinée-Conakry, on n'a pas confiance en lui, on sait que c'est un faux type. On sait comment il a fait, d'abord même pour aider à la chute d'Alpha. Et en Guinée, il s'est fait tellement d'ennemis dans sa manière de lâcher Alpha Condé pour faire plaisir aux poulains des impérialistes français et américains, Mamadi Doumbouya, qui lui-même n'a pas confiance en lui, parce qu'il sait que c'est un vieux grégou. Alassane Ouattara, dans la sous-région, a gâté son nom. Quand il s'est levé, il a pris un misérable commando de 1500 hommes pour dire que lui va attaquer l'armée nigérienne, pour vaincre les forces armées nigériennes. Astaghfirullah. Hey, Ouattara Dramane. Est-ce que lui connaît les Nigériens même d'abord? Les meilleurs coupeurs de pin d'Afrique de l'Ouest. Tu vas leur envoyer 1500 gugus là, pour les affronter, mais ils vont revenir, ils n'auront plus rien que les jambes. Ha! Ouattara Dramane. Quand il y a eu la crise entre la CEDEAO et puis le Niger, Alassane Dramane Ouattara s'est affiché comme celui qui voulait tuer des Nigériens pour imposer à la tête du Niger un satrape néocolonisé. Mohamed Bazoum, le juntar de Niamey, qui a fait boum. Donc voilà comment il a gâté son nom. Et puis il a encore mieux gâté son nom quand on s'est rendu compte qu'il était la courroie de transmission du néocolonialisme français pour les sanctions illégales, inhumaines, criminelles contre le Burkina Faso, contre le Mali, contre la Guinée, contre le Niger. Quand on s'est rendu compte qu'Alassane Ouattara était le porte-voix local de la France-Afrique, il a été vomi jusqu'au Sénégal. Vous avez remarqué qu'il ne bouge plus dans la sous-région, non? J'espère que vous avez remarqué qu'Alassane Ouattara ne bouge plus dans la sous-région. Depuis l'épisode où il a tenté d'attaquer le Niger, il a coupé son pied dans la sous-région. Parce qu'il sait qu'il s'est fait des ennemis. Il est le chef d'État africain le plus détesté. Il est même plus détesté que le grand maître dictateur du Cameroun, Paul Biya, Alassane Dramane Ouattara. Donc voilà la deuxième raison. C'est un homme sans base arrière en Afrique. Il n'a qu'une seule direction, Ouattara, si ça chauffe. C'est son hélico. Et c'est la première base française où il peut être protégé. Et vous savez, la première fois que ça a chauffé, il a couru à l'ambassade de France. Alassane Dramane Ouattara, lui, se replie jamais en Côte d'Ivoire. Quand Gueye Robert a perdu le pouvoir, il a couru dans son village à Guessesso. Gueye n'est pas sorti de Côte d'Ivoire. Il est resté à Guessesso. D'accord? Quand les Guillaume Soro, en 2002, ont voulu prendre le pouvoir à Abidjan, ça n'a pas marché, ils sont allés à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara Dramane, là, chaque fois que ça chauffe, il va à l'étranger. Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est un serviteur des intérêts étrangers. Donc il rejoint son compte bancaire. Là où il a amassé l'argent volé, là, c'est là-bas il s'en va. Ouattara suit son compte bancaire. C'est-à-dire que l'individu suit la direction de l'argent volé aux Ivoiriens. Il faut que vous remarquiez ça. Hein. Il faut que vous remarquiez bien pourquoi il fait ça. Les dictateurs sont des voleurs. Quand ils perdent le pouvoir, ils rejoignent leur compte bancaire.
le compte bancaire où ils ont volé. Quand vous voyez billets en Suisse, à Genève, c'est à cause de l'argent volé du Cameroun. Hein. C'est là-bas. Vous voyez les Mobutu, Genève, Maroc. C'est parce que l'argent volé aux Congolais, c'est là-bas. Ils suivent leur compte bancaire. Oui! Donc Alassane Dramane Ouattara est un individu vomi par le peuple africain. C'est la deuxième raison pour laquelle il va tomber. Parce que le jour où Alassane Dramane Ouattara va tomber, il y aura une fête nationale continentale. La chute d'Alassane Ouattara ne sera pas fêtée seulement en Côte d'Ivoire. Elle sera fêtée du nord au sud, de l'est à l'ouest de toute l'Afrique. Et toutes les diasporas africaines exulteront. Les îles des océans Atlantiques et Indiens vibreront de joie à la chute de cet ennemi du peuple africain. Serviteur de la monnaie néocoloniale du CFA. Sa chute sera Ndolé Mionda. Du miel. Du miel. Le cœur des Africains sera apaisé. Il y a des Africains qui dormiront à 16 heures, tellement leur âme sera réjouie que le siècle ait vomi cet ennemi de la souveraineté de ce continent. Je vous ai donné la deuxième raison. Je vous donne une troisième raison pour laquelle il va tomber. En Côte d'Ivoire, celui qui réunit l'essentiel des forces politiques. En Côte d'Ivoire, traditionnellement, il y a 4 forces politiques. 4 forces politiques qui s'affrontent. Traditionnellement, il y en a 4. Et chaque fois que tu dois tomber là, tu fais toujours l'erreur de rassembler 3 contre toi. Écoutez, c'est la loi du 3 contre 4, du 3 contre 1 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui que tu sois, si les 4 forces politiques qui sont présentes là, tu en as une, et puis il y a 3 qui sont contre toi, tu es tombé. Vous comprenez? Bon, il y a 4 forces politiques en Côte d'Ivoire. Je dis bien qu'il y en a 4. Et il y a la force de Ouattara, son RHDP, le parti des moutons, des individus stipendiés décérébrés, qui sont nourris au petit billet de 500, 2000, à l'huile, à la sardine, et comme l'a dit son excellence le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, avec des chiffons. Ça c'est le premier groupe, les moutons. La famille, ça a déjà commencé. Ils ont commencé à parler seuls. Écoutez cette vidéo-là rapidement et puis on va décortiquer. On ne le dit pas suffisamment, mais le fait donc de confisquer le pouvoir peut créer donc des barrières à la paix. Ça, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Alors la famille, Dieu a commencé à les confondre. Il a dit, chers frères, chers camarades, après Cissé Bakongo, qui se lève un bon matin, je vais vous lire le truc de Cissé Bakongo d'abord, avant d'aller en profondeur. Parce que lui là, lui-même vient d'avouer, dans les conférences d'hier, qu'il parlait de paix, je sais pas quoi là, il a avoué devant des milliers de personnes que, quand tu confisques le pouvoir, c'est que tu fais barrage à la paix. Lui-même il sait. C'est-à-dire c'est pas lui qui parle, hein, mais c'est Dieu qui le conforte. C'est chers frères, chers camarades. On va écouter d'abord Cissé Bakongo. Que dit Cissé Bakongo ici? Écoutez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. qu'Allah nous donne la sagesse de construire pieusement notre tombe avant d'y aller. Que Dieu nous donne la sagesse de construire pieusement notre tombe avant d'y aller. Ça, c'est Cissé Bakongo qui le dit. Et pourquoi il le dit maintenant où on dit que Dradra a disparu et que c'est gâté là-bas? Quand Cissé Bakongo lui-même là, il voit l'état de Dradra, lui-même s'assoit, non? Il regarde l'état de Draman, non? Et puis Cissé Bakongo se dit, ouais, que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse de construire copieusement notre tombe avant d'y aller. Il parle de qui n'est pas sage. Depuis quand lui fait prier pour mettre sur Facebook, lui si c'est pas Congo, c'est parce que c'est gâté, c'est mélangé. La famille, on va aller en profondeur. Alors, il dit quoi? Téné Brahima Ouattara dit quoi? Qui a confisqué le pouvoir? Mais c'est quoi on appelle confiscation du pouvoir? Chers frères, mettez assez de cœur, partagez. Alors, une confiscation du pouvoir d'État désigne une situation où le pouvoir politique est accaparé par une personne ou un groupe au détriment des règles démocratiques ou des institutions légitimes. Depuis 2011,
ils ont pris le pouvoir par force et ils sont là, le RHDP est là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011. 2015, il ne devait pas se présenter, il s'est présenté. 2020, il ne devait pas se présenter, il s'est présenté. 2025 encore, il force les choses. Alors, chers frères, depuis le 4e mandat, là, ils ont pris le pouvoir jusqu'à ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? En clair, ça veut dire que le pouvoir n'est plus exercé au nom du peuple. Ça veut dire que le pouvoir n'est plus exercé au nom du peuple. Il est pris où? Gardé de manière illégitime. Nous savons tous que Draman Ouattara n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. Il n'avait pas le droit de faire un 4e mandat. Donc, c'est ce groupe de personnes qui sont accaparés du pouvoir de force. Alors, un exemple concret. Un cas typique. Un coup d'État. Comme celui de Napoléon en 1700 plutôt, 99, où il prend le pouvoir en France sans passer par un processus démocratique. Il y a un autre exemple, comme Alassane Draman Ouattara en 2011, qui a pris le pouvoir par les armes et qui a bafoué les règles démocratiques et qui s'est maintenu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Alors, autre forme possible, la confiscation du pouvoir peut aussi se produire quand un dirigeant modifie la constitution pour rester au pouvoir indéfiniment. Ce qu'il a modifié, qui a touché et retouché la constitution en Côte d'Ivoire et qui se maintient au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, Draman Ouattara. Les élections sont truquées. Les élections en Côte d'Ivoire sont truquées. On donne des chiffres qui n'existent pas. Alors, les opposants sont éliminés ou réduits au silence. Et ça se passe en Côte d'Ivoire, tout le monde voit. Rien n'est caché. Les institutions, justice, parlement, médias sont contrôlés par Draman Ouattara. À retenir, c'est donc une dérive autoritaire où le pouvoir cesse d'être partagé ou contrôlé et devient concentré entre quelques mains. Draman Ouattara, sa femme, son petit frère. Alors, chers frères, chers camarades, c'est pour vous dire quoi? L'heure a sonné. Ils ont fait pour eux. Maintenant, c'est l'heure de Dieu qui se parle. C'est-à-dire l'heure de Dieu est arrivée. C'est Dieu maintenant qui gère maintenant. C'est à Dieu de jouer. Draman Ouattara, disparition totale. Il n'est plus là, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Voici que la bagarre commence dans son clan. La bagarre a commencé dans son clan. Et aujourd'hui, les langues se délient. Qu'est-ce qui se passe? Adjoumani qui sort pour cracher sur le RHDP. Hein, si c'est pas Congo qui se mélange, qui prie, on ne sait pas il adore quoi, on ne sait pas. Mais il prie et il ne comprend pas lui-même. Chers frères, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Maliennes, Maliens, vous devez savoir que dans le refus de l'Afrique d'être recolonisée par l'OTAN, le Mali a joué un rôle éminent. Et c'est ce rôle éminent qui vaut au Mali de recevoir les coups les plus sévères, les coups les plus brutaux de l'OTAN, du néocolonialisme français et de leurs organisations mercenaires que sont Al-Qaïda et l'État islamique. Premièrement, le Mali a refusé d'héberger le commandement néocolonialiste et impérialiste occidental. Deuxièmement, le Mali a refusé d'accepter le pillage. Le Mali a refusé d'accepter le pillage de ses ressources naturelles par la coalition occidentale et ses proxys algériens qui ont tenté d'instrumentaliser de soi-disant sécessionnistes de l'Azawad dans le seul but d'avoir la main mise sur le faramineux sous-sol du nord malien. Voilà comment le Mali a dénoncé l'injuste et insultant accord de paix d'Alger de 2015, qui n'était ni plus ni moins qu'un accord d'expropriation du Mali de sa souveraineté sur les richesses de sa partie nord. La troisième raison pour laquelle ils en veulent au Mali, c'est que ce peuple a conservé sa personnalité culturelle. Il n'a pas été complètement acculturé comme le sont de nombreux peuples d'Afrique centrale ou même d'Afrique du Nord. Le Mali a résisté au vent dévastateur de la perversité dégénérée, de l'ultra-matérialisme occidental
et a continué d'être une terre où les Africains s'enracinent. Souvenez-vous toujours d'une référence que je cite pour vous parler de l'importance culturelle et spirituelle du Mali. C'est le grand poème rédigé en 1946 par l'immense libérateur de l'Angola, le camarade Antonio Agostinho Neto. Leader du mouvement pour la libération populaire de l'Angola, visitant le Mali, il perçut l'importance de Bamako comme capitale de l'enracinement africain, capitale de l'insurrection morale, du sursaut de la renaissance immortelle et éternelle des Africains face à l'oppression. On en veut au Mali parce que le Mali a inspiré le Burkina Faso. C'est la 4e raison. Il a inspiré le Niger. On en veut au Mali parce que le Mali inspire les Africains de ce temps et est la terre à partir de laquelle l'idéal panafricaniste est redescendu très clairement dans le terrain politique après l'assassinat du guide de la Jamahiriya populaire arabe socialiste libyenne Muammar el-Kadhafi en 2011 par la même coalition qui attaque le Mali actuellement. 5e, on en veut au Mali parce que le Mali est le laboratoire de la libération des Africains des dogmes de l'idéologie démocratique occidentale, de l'idéologie droit de l'homiste occidentale et de l'idéologie universaliste occidentale. Le Mali permet de remettre en cause le dogme de l'idéologie démocratique occidentale parce qu'il a montré par sa capacité à obtenir l'assentiment et le soutien du peuple à une politique de libération que l'idéologie démocratique occidentale, tournant autour de l'instrumentalisation des constitutions et des élections, tournait à vide et ne servait à rien aux Africains. Le Mali a permis aux Africains de prendre conscience que la démocratie qui leur a été imposée par l'Occident est une arnaque. C'est une arnaque d'abord parce que quand la démocratie est née en Occident, les femmes et les esclaves en étaient exclus dans l'Antiquité. Quand la démocratie est née en Occident, ce n'est pas l'élection qui était le mode de choix des dirigeants, mais le tirage au sort. Quand la démocratie s'est développée en Occident avec ce qu'on a appelé le régime représentatif, c'est l'élite bourgeoise, détentrice du capital, détentrice des médias, qui a capté le pouvoir à travers la ruse électorale. Les élections sont un mode de désignation des dirigeants qui privilégient en réalité les mieux organisés, les mieux fournis, les mieux médiatisés et les plus riches contre les plus pauvres.